Le logement, une ambition pour 2022-2027. Comment mieux mobiliser l'épargne privée et les investisseurs privés. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour cette seconde tribune que nous avons coproduite avec l'association Pluriance. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Il est un peu plus de 19h. Cette émission a pour but de vous donner les clés de lisibilité, comme nous l'avions fait d'ailleurs pour la précédente tribune, où nous avons beaucoup évoqué la rénovation énergétique avec la présence d'Emmanuel Vargon, ministre du Logement, entouré de professionnels. On va parler d'un sujet hyper important. On va parler d'épargne privée en faveur du logement. On va essayer de changer et de démystifier un petit peu les mythes et les idées reçues autour des bailleurs privés, notamment par exemple, et des propriétaires. Pour en parler, je suis ravi, et nous avions coproduit ce numéro avec le président de l'association Pluriance, Jean-Michel Camison. Bonjour. Bonjour Sylvain, merci Bonjour, de votre invitation. Comment ça va Jean-Michel ? Ça va très bien, merci. Voilà, au taquet bien évidemment avec Comme cette d'hab. fin d'année. Toujours, le délégué général de Pluriance est avec nous. C'est une réputation de sachant et d'expert dans le métier. On est ravis de l'avoir. C'est toujours un plaisir. Henri Deligne est avec nous. Bon, Sylvain. Bonsoir Henri, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, il fallait que les propriétaires soient représentés dignement ici, et c'est son directeur général qui représente l'Union nationale des propriétaires immobiliers, Pierre Otus. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous, Pierre. Comment ça va ? Très bien. Voilà, toujours avec les 25 millions de propriétaires. Toujours. Merci en tout cas de nous donner aussi l'éclairage sur le sujet du jour, qui est un sujet finalement qui s'apparente parfois à une forme de dent creuse où on n'arrive pas à trouver l'issue ou les solutions pour effectivement fluidifier cette offre de logement. Il nous fallait aussi un élu qui connaît bien le métier, qui est un professionnel aussi de l'urbanisme, qui connaît bien le sujet. Et c'est important lorsqu'on est parlementaire. Il est parlementaire d'ailleurs. Il est député de la 3e circonscription de Moselle. Il est rapporteur de la loi Elan. Il est aussi rapporteur pour le volet logement de la loi 3DS. Vous rappelez-vous, différenciation, déconcentration et décentralisation. Richard Lioget est avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir, et simplification. Le S, c'est voilà, simplification. Voilà. Je ne sais pas si on y arrivera, et je suis responsable du texte pour la loi 3DS. C'est pareil. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est vrai que Richard Lioget, vous avez cette réputation parmi les politiques, mais aussi parmi le monde de l'industrie immobilière privée, d'avoir une bonne connaissance du logement en général. Ben c'est très gentil, oui. Effectivement, la loi Elan a été un grand parcours. Et puis surtout, je le dois au fait que j'ai été premier adjoint à l'urbanisme pendant 2 mandats d'une métropole qui est la métropole de Metz. Et effectivement, c'est là que j'ai appris le métier. Et je dois dire qu'au début, j'y connaissais pas grand-chose, très modestement. Bon, de toute façon, les élus locaux, vous savez qu'on aime beaucoup les élus locaux ici à Radio Imo parce qu'ils sont directement en prise directe avec le terrain. Et vous avez cette capacité, effectivement, et cet avantage d'avoir l'expérience d'un territoire. Je suis allé à Metz il n'y a pas si longtemps pour les assises de l'immobilier. Formidable réussite. Et la ville de Metz, c'est aussi une formidable réussite architecturale de recomposition urbaine. Et franchement, en ce qui me concerne, qui avait des idées un petit peu reçues, ça a été une révélation. Et il fait vraiment très bon vivre à Metz. Messieurs, ce que je vous propose, c'est de faire une introduction sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire mobiliser l'épargne privée en faveur du logement ? C'est comment finalement le parc privé locatif, les investisseurs privés, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient à forme juridique de société, concourent finalement à l'équilibre social en faveur du logement. Le logement, c'est un besoin maslowien, c'est un besoin primaire, c'est un besoin de première nécessité. L'idée, c'est de voir comment finalement les acteurs privés peuvent être aussi et assumer un rôle déterminant dans notre société pour fluidifier cette offre de logement. Je vais commencer par vous, Henri Deligne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en introduction ce qu'est finalement le parc privé locatif, pour qu'on comprenne bien finalement ce que représente le poids que représente votre industrie aujourd'hui? Oui, enfin, j'ai donné quelques chiffres qui situent les choses. Sur les 30 millions de logements qu'il y a en France, il y a 12 millions de locataires. Et sur les 12 millions de locataires, il y a 7 millions de locataires qui sont logés sur le logement privé et 5 millions sur le logement social. Ça vous donne tout de suite une répartition de la situation, du poids du parc privé locatif. Et un autre chiffre, il y a à peu près 70%
des ménages locataires en France qui peuvent prétendre pouvoir rentrer dans les critères d'un logement HLM. 70%. Donc 70% de 12 millions, vous voyez ce que ça donne? Ça fait à peu près 7,5 millions de locataires qui auraient droit, selon les termes actuels de définition d'entrée dans le logement, à rentrer et à bénéficier d'un logement social. Comme il n'y a que 5 millions de logements sociaux, il y a donc 2,5 millions, je caricature, mais c'est à peu près cela, 2,5 millions de locataires, de ménages qui pourraient prétendre à un logement social et qui sont logés dans le logement privé. 2,5 millions sur les 7 millions. Donc, il y a 30 à 40% du parc privé locatif qui remplit une mission sociale. Alors donc c'est un point qu'il faut souligner parce que c'est souvent oublié, cela. Henri, comprenons-nous bien. Vous êtes en train de nous dire que finalement, les bailleurs privés assument ou suppléent ou se subrogent à une fonction qui devrait être assumée par l'État et le rôle des bailleurs sociaux. Non, c'est pas que la fonction devrait être assumée par l'État. C'est simplement un constat que le logement privé répond à une mission sociale. Ça ne veut pas dire pour autant que cette mission sociale doit être assumée par l'État. Est-ce que c'est son rôle? Mais bien sûr que c'est son rôle. Alors, c'est son rôle d'assumer une fonction sociale. Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Et le deuxième argument que je veux souligner, parce qu'il est aussi méconnu, c'est que c'est grâce au logement privé, locatif privé, que l'accès au logement en France se fait. Comment on accède au logement? On n'accède pas par le stock d'un patrimoine, on accède par le flux de ce patrimoine. Dans le logement social, sur les 5 millions de logements, le taux de rotation de ce parc a baissé, comme d'ailleurs dans le logement privé, mais a baissé, et aujourd'hui tourne autour de 7-8%. Alors, ce qu'on appelle le taux de rotation, pour nos amis, c'est quoi? C'est l'entrée-sortie d'un logement. Les logements qui se libèrent tous les ans. Absolument, voilà, absolument. D'accord. Donc, 350 000 par an pour le logement social. Ça fait à peu près 350 000 à 400 000 logements par an. Dans le logement social. Dans le logement privé, sur les 7 millions, on a un taux de rotation qui tourne autour de 25%. Pourquoi? Parce que ce sont des petites surfaces. Alors à Paris, c'est 17 à 18%, d'accord. Mais sur le reste de la France, c'est de l'ordre de 25%. Mais 25% de 7 millions, les chiffres sont très têtus. Ça fait 1,5 million de locations annuelles. 1,5 million au lieu de 400 000. Ça fait 3 à 4 fois plus que le logement social. Donc la possibilité d'accéder au logement annuel, l'accès au logement se fait 3 à 4 fois plus par le logement privé que par le logement social. Merci Henri. Je vous propose qu'on réagisse rapidement sur cette notion. Monsieur le député, Richard Lieuget, ces chiffres-là, vous les connaissez ? Oui, on connaît ces chiffres et on peut être que d'accord avec le constat qui vient d'en être fait. Je voudrais rajouter une chose, puisque je suis en train de terminer un rapport sur le logement étudiant et le logement des jeunes actifs. Je crois que c'est une population qui aujourd'hui, et ça c'est un peu une critique qu'on peut faire depuis de très nombreuses années, est un peu oubliée d'une certaine manière. Et j'espère qu'à un moment donné, y compris d'ailleurs à travers le logement social, on pourra permettre, vous parliez d'une certaine manière de précarité tout à l'heure et de difficultés pour les gens à se loger, mais je peux vous dire que, et on l'a vu pendant cette crise du Covid, pour les étudiants, les jeunes actifs, qui sont par nature effectivement des personnes qui ont peu d'argent, ça mobilise quelquefois jusqu'à 60 à 70% de leurs ressources pour pouvoir se loger. Donc c'est une situation aujourd'hui qui n'est plus tenable et j'espère bien que grâce au rapport que je vais soutenir demain à la Commission des affaires économiques, on arrivera, y compris avec les bailleurs sociaux et aussi avec le privé. Je pense bien avoir quelques idées, on en a parlé tout à l'heure, pour que le parc privé vienne au secours du logement des jeunes étudiants. Je crois que c'est vraiment une urgence aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'urgences, me direz-vous, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je pense que notre jeunesse, c'est quand même, tout le monde le dit, l'avenir. Vous avez raison, Richard Lieuget, c'est un fléau social. C'est très important effectivement parce qu'on pourrait avoir cette impression que ça a été un petit peu les oubliés de la crise sanitaire. Jean-Michel Camison, réaction sur ce que nous a dit Henri Deligne. Alors bien évidemment, je rappelle que vous, en tant que président de Pluriance, vous êtes avant tout un professionnel et un entrepreneur. Vous êtes à la tête du groupe Docher, un gros administrateur de biens, syndic de copropriété. Vous êtes sur les 3 filières métiers, les filières intermédiaires. Qu'est-ce que ça évoque pour vous lorsqu'on dit ce chiffre-là? Et je vais même enfoncer le clou en disant, ça paraît tellement évident
comment se fait-il qu'il y ait une telle méconnaissance par rapport au pouvoir exécutif lorsqu'on voit finalement pointer parfois ces incohérences, on peut le dire? Je pense que, et le député Logis en a parlé, depuis de trop nombreuses années, les efforts qui sont mis en place par les pouvoirs politiques sont centrés sur le social. Je pense qu'il est temps de changer de paradigme et d'avoir une vision du logement qui est une vision transversale, c'est-à-dire de l'ultra-social jusqu'au privé. Segmenter à outrance ces différentes formes de logement n'apportent rien. Et j'en veux pour preuve un segment qui aujourd'hui est, à mon sens, primordial, qu'on peut appeler le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est comme ça qu'on appelle ces logements qui sont pas du social, qui sont pas du privé pur, et qui sont entre les deux. En gros, le logement intermédiaire, on le connaît également dans le privé, puisqu'en fait, c'est du Pinel. Vous voyez, on l'appelle Pinel quand on est dans la promotion, quand on est dans le privé, on l'appelle logement intermédiaire quand on est dans le social. Et Pinel, c'est une niche fiscale. Oui, le Pinel est une niche fiscale. Pourquoi je le rapproche du logement intermédiaire? C'est que vous avez deux barrières à l'entrée pour le Pinel. Vous avez un plafond de revenus pour l'investisseur et un plafond de loyer pour le locataire. Donc c'est intéressant. C'est donnant-donnant. Oui, exactement, c'est intéressant. Vous avez un avantage fiscal, mais en échange, vous maîtrisez les loyers. C'est exactement ça. Et en fait, les loyers Pinel ne sont ni plus ni moins que les loyers qui sont pratiqués dans l'intermédiaire. Il y a quelques années, quand l'intermédiaire a été mis sur le devant de la scène... Le Pinel est valable que pour le neuf, Jean-Michel Cavignon. Exactement, mais l'intermédiaire aussi. C'est lors de la construction en fait, qu'on détermine si le logement, l'immeuble sera en intermédiaire ou pas. Il y a quelques années, quand l'intermédiaire est arrivé sur le devant de la scène, l'État a fait appel aux acteurs privés. Alors, principalement les institutionnels. Et d'ailleurs, nous, on le regrette. Aujourd'hui, on pense que l'intermédiaire devrait être ouvert à tous, y compris aux investisseurs privés. Dans un premier temps, il a été proposé aux institutionnels, qui n'y ont pas trouvé d'intérêt. Et donc, aujourd'hui, l'intermédiaire n'est financé globalement que par des finances publiques. Et c'est dommage. Le logement intermédiaire, c'est le ventre mou du logement sur lequel il y a le plus de besoins. Je crois que ça répond à l'inquiétude du député. C'est des classes moyennes, des foyers modestes. Les jeunes actifs, les classes moyennes. Ceux qui arrivent sur le parc. Ceux qui arrivent ou qui ont besoin de se loger. Bien sûr. En gros, si vous voulez, ils gagnent trop d'argent pour être éligibles, si je peux m'exprimer ainsi, au logement social, et pas assez pour entrer dans le parc privé. C'est exactement ça. Vous savez, ce problème-là, on le rencontre quasiment partout. Ce sont les populations qui sont juste au-dessus du cut des avantages sociaux. Et eux, vous en avez des clients comme ça? Bien sûr qu'on en a. Chez Daucher. Ah bah forcément, puisqu'on gère du Pinel, en partenariat avec des promoteurs. Donc vous maîtrisez vous les voyez arriver, les dossiers. Globalement, les administrateurs de biens sont parfaitement à même de gérer de l'intermédiaire, puisqu'on gère du Pinel. On sait mettre les barrières à l'entrée sur le plafond de revenus, sur le plafond de Est-ce que le taux d'effort est le même pour l'accès au Pinel, justement? Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, on sait qu'on ne doit pas consacrer plus de quoi? 33, 35%? Oui, en général, c'est un tiers des revenus. Voilà. Est-ce que ça monte un peu ou pas? Ou on essaie de limiter? Alors, toujours? Sur le Pinel, on est à peu près dans cette zone-là. Ça peut monter un petit plus quand on est dans le privé. Et d'où l'importance de cette partie-là, qui est. Voilà, Richard Lioger rappelait que pour les étudiants, c'est des fois des taux d'effort de 50-60%. Ah bah oui. C'est pas tenable. Non, c'est pas tenable. Je veux dire, on mange plus, quoi. Je veux dire, c'est basique, mais c'est ce qu'on voit à peu près partout quand on aborde ces sujets d'étudiants. On voit quoi? Ils se nourrissent plus. L'énergie, c'est un poste de décrochage important après le loyer. Alors, on en avait parlé avec Emmanuel Barbon. On a vu l'explosion du gaz, du prix du gaz. Beaucoup, alors sur le parc parisien, c'est très sensible, puisque beaucoup d'immeubles ont été créés, et dans le parc social, c'est quasiment 100%, ont été créés sur des chaudières gaz. Et donc aujourd'hui, on voit que l'explosion du coût du gaz, même si l'État essaie de le limiter, a une incidence énorme sur le reste à charge. Réaction, Pierre Otus, sur ce qui a été dit? Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, notamment sur un chiffre. Je me rappelle d'une lettre de mission qui avait été confiée à un de vos confrères députés, Michael Nogal, qui avait été écrite par le Premier ministre de l'époque, qui était Édouard Philippe, qui soulignait bien une chose, c'est justement le rôle économique et social des propriétaires privés, des propriétaires bailleurs. Très juste. Bien mentionné dans le rapport, économique et social. Il disait dans sa lettre que, en fait, au moment des années 80, les particuliers bailleurs ont été un peu appelés à la rescousse du désengagement
des institutionnels, les fameux zinzins dont on parle et dont on espère le retour sans cesse. Ils y arrivent, hein, ils y arrivent. Oui, hein. ça revient. Ça Ils revient bien reviennent même. doucement mais sûrement peut-être. Avec l'inflation, c'est moins sûr. Et donc, la croissance de l'offre locative, et je pense que c'est quelque chose que chaque élu et chaque décideur public doit avoir en tête, c'est bien l'offre locative en fonction d'une demande. Le Premier ministre disait que grâce aux propriétaires bailleurs privés, l'offre locative avait cru de 36%, un tiers sur la période. Force est de constater peut-être qu'aujourd'hui, on est arrivé un peu à bout de souffle à la fin d'un cycle. L'immobilier fonctionne beaucoup avec des cycles, où peut-être que les petits bailleurs particuliers ont besoin de nouveaux outils, de nouveaux dispositifs pour pouvoir continuer à développer cette offre locative et donc à créer l'accès au logement de l'ensemble des ménages. On parlait des logements intermédiaires, des ménages de catégorie intermédiaire avec des loyers intermédiaires, etc. Eh bien, peut-être faut-il réfléchir de manière un peu plus globale à comment on organise le parc locatif privé pour remplir une mission qui ne doit pas nécessairement être remplie par le parc social. On a un peu tendance, j'ai l'impression, que dès qu'il y a un problème dans le logement, dans une crise qui pointe le bout de son nez au niveau du logement, le réflexe quasi pavlovien, c'est logement social, réglementation. Et pire que tout, fiscalité. Tout ça concourt à bloquer un peu l'ensemble de la chaîne d'investissement immobilière qui ne permet pas aujourd'hui à des acteurs en place et des nouveaux acteurs qui continuent d'investir dans l'immobilier. On a 1 million de transactions dans l'ancien, alors il faut savoir à quoi ça correspond exactement, mais nous sommes dans une situation où il faut un peu se réinventer et notamment, alors j'entendais parler d'amortissement, de système d'investissement, peut-être un peu moins de niche fiscale, mais en tout cas un contexte global, réglementaire et fiscal qui permet d'être stable dans le temps, avec des règles qui changent pas tous les 4 matins, quel que soit, que ce soit sur l'encadrement des loyers, la rénovation énergétique, la mise en location, les dispositifs fiscaux, le déficit foncier, etc. Qu'on arrête de tout changer en permanence et qu'on ait un cap à longue vue et qu'on ait des investisseurs de long terme, comme on l'a toujours été ces 30 ou 40 dernières années, et pas peut-être des gens qui viennent juste disrupter pour aller faire un coup, faire du cash, utiliser des nouveaux systèmes d'investissement, etc. pour des mises en location qui ne profitent pas aux familles et aux ménages qui sont au cœur de l'économie de notre pays. Alors c'est justement pour bien aborder tous les sujets, et je voudrais vraiment qu'on saisisse toutes les opportunités, aussi d'avoir aussi un parlementaire sur la place, qui est un parlementaire de la majorité. Il faut aussi le dire. Et je sais, Richard, que vous avez cette particularité de ne jamais éluder les questions et de toujours faire face au débat dans le bon sens du terme. Hein. Ça commence mal. Bien évidemment, parce que bon, on va quand même vous dire quelque chose et on voudrait avoir des explications. Je voudrais vous céder la parole, Henri, sur un commentaire, mais je voudrais aussi que vous nous rappeliez, parce que c'est vous l'expert aussi, sur qu'est-ce qu'on parle, de quoi parle-t-on quand on parle de loyer maîtrisé? Lorsqu'on a préparé l'émission, vous et moi, on a évoqué ces sujets, mais je voudrais qu'on vulgarise pour ceux qui nous écoutent. Rappelez-nous les grands traits quand même du Pinel et surtout de l'ordonnance de 2014, hein, pour qu'on comprenne bien les éléments et surtout sur ce qu'on pourrait appeler une espèce de confusion sur la terminologie du produit. Et je sais que ça, c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, très volontiers, parce qu'en France, on a et après, j'aimerais que Richard ensuite on a l'art réagisse. de faire compliqué quand on peut faire simple. Pour le même produit. Bienvenue en France. Pour le même produit, qu'on appelle le logement intermédiaire. Ah, pour le logement intermédiaire, ça simplifiera les choses, parce qu'on parle de logement à loyer maîtrisé, à moyen abordable. Aujourd'hui, c'est le loyer abordable. Tout ça, ça n'a aucun intérêt, sauf à compliquer les choses. Et si on voulait faire simple, entendons-nous sur une définition, que peut être le loyer intermédiaire, parce que le logement intermédiaire, parce qu'on l'a formalisé dans une ordonnance en 2014. Donc aujourd'hui, on a un logement intermédiaire qui est un produit identique, mais qui a 2 types de financement. Un financement Pinel s'il s'agit d'un particulier, donc une niche fiscale. Donc limitée dans le temps. Limitée dans le temps, parce que la niche fiscale a la particularité de s'intéresser à la production et non pas au vécu du bien dans la durée de son exploitation. Et ça fait partie des éléments qu'il faut corriger dans ce souci de simplifier. Donc, premier cas, le même produit est financé par une niche fiscale quand il s'agit d'un bailleur privé. Et s'il s'agit d'un institutionnel, c'est l'ordonnance de 2014. L'ordonnance de 2014, en 2 mots, c'est quoi ?
C'est pour faciliter le retour sur ce marché des institutionnels, on leur a permis d'avoir une TVA à 10%, ce qui n'est pas le cas quand il s'agit d'un bailleur privé, et d'une exonération de taxes foncières. C'est comme ça qu'on a incité les institutionnels à venir. Et comme l'institutionnel privé ne venait pas au départ, on a élargi aux sociaux. Les bailleurs sociaux peuvent également utiliser cette ordonnance de 2014 pour développer du logement intermédiaire. Je répète, c'est le même produit, ce sont les mêmes contraintes d'entrée, les mêmes contraintes de loyer, mais avec 2 modes de financement identiques. Il serait tellement plus simple d'avoir le même mode de financement pour tout le monde. Donc ça veut dire quoi ? Une fusion de l'esprit de l'ordonnance pour un même produit et du système Pinel. Alors il faut fusionner les choses. Mais surtout... Mais quelle que soit la nature du détenteur, si c'est un bailleur privé ? Absolument, quelle que soit la nature du détenteur. Mais il y a un élément qui n'est pas pris en compte. Quand on parle du coût de la dépense publique en niche fiscale, il y a un rapport d'ailleurs de l'inspection générale des finances qui est éclairant sur ce sujet. Quand on parle du bailleur privé, on considère que c'est une niche fiscale, alors que ce n'est qu'un amortissement déguisé. Je rappelle que le Pinel, c'est un amortissement de 2% du logement sur lequel on investit, plafonné à 300 000 €. C'est un peu technique, c'est un peu compliqué, mais c'est ça la réalité, c'est un amortissement pendant 9 ans. Mais au lieu d'être imputé sur les revenus fonciers comme ça devrait l'être, c'est imputé sur l'IRPP. Donc la conséquence, c'est quoi ? C'est que d'abord, il faut payer des impôts pour en bénéficier. Il y a un Français sur 2... Pardonnez-moi, mais... pour la radio, IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Les personnes physiques. Voilà. L'impôt sur le revenu. C'est l'impôt sur le revenu. Très bien, voilà. Et donc, il n'y a qu'un Français sur 2 qui en paye. Déjà, on limite la possibilité des investisseurs. Et comme c'est une niche fiscale, il y a plusieurs emplois. Il n'y a pas que la partie immobilière. Il y a la partie des emplois de services qui sont aussi concernés. Donc, on limite le nombre des investisseurs qui pourraient s'intéresser à investir dans l'immobilier. Si on est sur un système simple, généralisable, ce qui est l'amortissement, c'est une notion économique bien connue, que pratiquent les investisseurs institutionnels, que pratiquent y compris également des bailleurs privés quand ils font de la location meublée, mais pas quand on fait de la location nue. Donc on a une diversité de fiscalité qui est préjudiciable. Merci Henri. Je voudrais qu'on prenne bien le temps de définir ce que vous appelez l'amortissement, parce que c'est aussi le cœur de notre débat. Je voudrais une réaction, Richard Lioget. Soyons clairs, vous connaissez bien le sujet, il y a quand même une très grosse inflation normative, des textes qui s'empilent, parfois contradictoires. Alors je veux bien qu'effectivement, sous cette mandature, vous ne soyez pas responsable de tous les maux de la conduite de la politique de logement depuis 30 ou 40 ans, mais force de constater qu'à aujourd'hui, ce fameux choc qui a été promis par le président de la République, non seulement n'a pas eu lieu, mais aujourd'hui, on assiste quand même à des véritables incohérences législatives ou même normatives. Comment, de votre point de vue, on pourrait aborder sereinement le sujet, là ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a une incohérence. Enfin, en tout cas, j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait rajouté de l'incohérence à l'incohérence. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'inflation normative ? Ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, je suis complètement d'accord. Je pense que, et d'ailleurs, je ne vais pas plus m'exprimer que ça, je pense que c'est de très bonnes idées à avoir éventuellement dans une campagne présidentielle qui va se développer, enfin, qui est en train de se développer. Est-ce que vous êtes en train de nous dire finalement qu'il y a peut-être un programme qui s'oriente là-dessus ? J'espère. Enfin, en tout cas, on va nourrir le programme du président de la République, que j'espère être Emmanuel Macron pour encore 5 ans. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être introduire quelque chose ici, dans ce débat, c'est la première brique. Là, on est plutôt avec des propriétaires ou des personnes qui louent, mais je crois que la première brique, c'est d'abord le coût de la construction. Et moi, ce qui m'a toujours préoccupé, c'est le foncier. Aujourd'hui, le foncier... le coût de la construction et le coût du foncier, c'est pas la même chose. Non, mais la construction, vous le faites sur du foncier. D'accord. Et en général, le promoteur, la première chose qu'il fait, c'est acheter du foncier. D'accord, vous intégrez dans le coût de la construction... Et le foncier, aujourd'hui... entre pour 30 à 40%, enfin, en fonction justement des zones, si c'est des zones tendues ou pas. Évidemment, on mettra de côté Paris parce que c'est quelque chose je veux dire, d'incommensurable d'une certaine manière. Et mon travail, déjà pendant la loi Elan, a été de demander à ce qu'on libère le foncier de l'État. Pour l'euro symbolique, avec des clauses de retour à meilleure fortune, y compris d'ailleurs dans le cadre des propriétaires privés. Je crois que le foncier est la clé
du système et du problème du coût aujourd'hui de la construction et du coût du logement. Et comment il faut revenir à l'origine, parce que évidemment on voit une dérive sur les loyers, on voit tout un tas de choses, ce qui est d'une certaine manière assez inquiétante pour beaucoup de gens. Mais si on commençait par construire beaucoup moins cher, je pense que, et l'État pourrait y consacrer sa part, nous aurions effectivement peut-être d'autres discussions autour de cette table. La question que je voudrais vous poser, c'est que on a une circulaire qui s'appelle la circulaire ZAN, zéro artificialisation nette, et on a un discours politique qui dit fin de l'étalement urbain, qu'on peut comprendre, hein, qu'on peut comprendre. On parle de niche, de friches industrielles, de reconversion du bâti de l'État justement mis à disposition. D'ailleurs, il y a des propositions que vous faites clairement dans ce sens, mais quand même, moins 20% de délivrance des permis de construire en moyenne sur le stock de logements qui avait été identifié, et pas uniquement à cause de la crise sanitaire, puisque la tendance était déjà à la baisse. Nous avons des maires de villes qui n'instruisent plus ou qui ne veulent plus instruire les permis de construire. Donc quand vous dites, Richard Liogé, qu'il faut construire plus, eh ben, force de constater que sur les 20 dernières années, on construit moins finalement. Et la deuxième question que je voudrais compléter, qui est plus de l'ordre du débat, c'est que quand bien même y aurait-il une offre de logements neufs, elle ne comblerait pas le besoin en matière de logement. Pour rattraper, je crois que Jean-Michel, vous m'aviez dit, pour rattraper, il faudrait 10 ans, c'est ça? Ou plus que ça. La production de Pinel sur les 3 dernières années, c'est 50 000 lots par an. On est donc très très loin du besoin. Le besoin a été estimé, et c'est pas moi qui le dis, hein, je crois que c'était Madame Duflot à l'époque, à 500 000 logements an, hein, pour combler et rattraper le retard. Donc on voit que, bien sûr, c'est énorme. On voit que la construction était évidemment un élément important, crucial du dispositif, mais ce n'est pas le seul. Pour répondre à l'interrogation de Monsieur Laugier et la vôtre, construisons en hauteur. Parce que je pense que l'artificialisation des sols est un véritable souci. On le voit bien, hein, dès qu'il pleut trop, dans certaines régions, ça devient catastrophique. Et si on continue à bétonner, l'eau n'arrivera plus à rentrer dans les sols et on va au devant de catastrophes. C'est intéressant ce que vous dites, parce que construisons plus haut. Aujourd'hui, le débat sur les tours de grande hauteur... Oui. A fait grincer des dents, comme c'est pas permis, hein, Pierre, on a vu, hein, notamment à Paris, et la couleur a été affichée. Alors voilà, je ne veux pas vous mettre dans une situation délicate, Richard, mais pas qu'à Paris, et vous me mettez absolument pas dans une situation délicate. Figurez-vous que je viens de faire une campagne municipale où je me suis fait traiter de bétonneur et de personnes qui montent beaucoup trop haut à Metz les immeubles. Donc on a un vrai problème aujourd'hui qui est politique. Un certain nombre de personnes qui ont été élus aujourd'hui dans les grandes mairies, je ne les citerai pas, ont fait campagne contre la construction de manière éhontée, de manière démagogique. Parce que c'est effectivement à l'opposition de toute conception écologiste d'une ville qui doit être dense, qui doit être haute, etc. etc. Et ceci, ça percole au niveau des électeurs, et je dirais même qu'aujourd'hui, un certain nombre de maires ont même fait campagne en disant, non seulement si vous votez pour moi, il n'y aura plus de construction, mais il n'y aura surtout plus de logement social. D'où le débat que nous avons aujourd'hui sur la loi 3DS, sur la question de la loi SRU. Et là, on est sur la construction. Moi, je suis ravi. Là, franchement, je suis ravi de ce que vous dites. Mais on oublie le point majeur. La construction ne construit plus, c'est un fait, et c'est constaté sur le terrain, mais on oublie ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va sortir de la location, on est sur le parc privé locatif, hein. On va sortir de la location, on a un risque de sortie sur la location de 25% de l'offre sur les 5 ans qui viennent. Combien? Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Donnez-nous le nombre de logements à peu près. 1 700 000 logements sont concernés. C'est énorme. C'est monstrueux. Et supposons tous ces logements ne vont pas sortir parce que des bailleurs vont faire des travaux. Là, c'est le risque maximum. Se mettre à niveau. C'est le risque maximum. Mais allez, si on est réaliste, et je vais vous demander de réagir sur ce sujet parce que vous représentez les propriétaires. 2023, 2025. Ça commence en 2023, et ce sera jusqu'en 2025, jusqu'en 2028. On a calculé les étiquettes F et G jusqu'en 2028. Et jusqu'à E en 2034. 34, exactement. Oui, si on rajoute, parlons déjà de F et G. Oui, parce que si on rajoute l'étiquette E en 2035, là on est sur 4 millions de logements. On va parler des investissements qui sont nécessaires, et je suis ravi que Richard Liogé ait cette liberté de ton et de parole. Et franchement, je peux vous dire qu'elle est singulière, parce que on l'entend pas toujours. Et je vous le dis, hein. Pierre Otus, c'est le chantier du siècle, on le sait.
Mais quand bien même il y aurait, ce qui est, Henri, 50% de rénovation du parc existant, ça serait extraordinaire en chiffres. Hein. Mais bien sûr. Ça le sera pas. Ça le sera pas. Qu'est-ce qui va se passer? Pardon, Sylvain, un chiffre, c'est 100 milliards d'investissements à prévoir avant 2028. Pour le coût de remise à niveau standard de ces étiquettes F et G jusqu'en 2028, c'est 100 milliards d'investissements. Mais 2028, Pierre Otus, c'est demain. Alors 2028, c'est demain. Comment ils réagissent, les propriétaires, en ce moment? Ils flippent un peu, là, parce que... Est-ce qu'ils se rendent compte qu'en 2028, on ne pourra plus le louer? Parce que c'est ça, hein, Jean-Michel. Il y a deux choses. Il y a ceux qui s'en sont rendus compte et qui gueulent comme des putois. Pour être clair. Et il y a ceux qui se sont pas encore rendus compte que leur logement était classé F, G. Alors eux, j'en parle même pas. Que ce soit chez les occupants, que ce soit chez les bailleurs. Pardonnez-moi, F, G, on a des chiffres sur le nombre de logements qui sont... 1,6 million. 1,7 million de logements. Alors, c'est colossal, c'est un défi qu'on peut relever. 1,7 million sur la base des anciens DPE. On va voir ce que ça va donner avec les nouveaux DPE. Parce que ça pourrait s'aggraver. C'est effectivement un point extrêmement important. C'est qu'on navigue social, absolument à vue. Alors, on est réunis régulièrement autour de la ministre pour essayer de trouver des solutions, mais c'est-à-dire qu'on n'a fait aucune projection et vraiment aucune étude d'impact, en tout cas moi j'en ai pas connaissance, des conséquences du nouveau mode de calcul par rapport au logement que l'on classe F, G et voire E en 2034. Mais je voudrais revenir quand même sur cette question de constructivisme ou d'anticonstructivisme qu'on a vu notamment à l'aune des municipales. C'est vrai que pour parler régulièrement avec des élus locaux... qui est un bâtisseur. Hein, oui, il n'y a pas rien de... Non, mais les élus locaux nous disent souvent, les gens veulent qu'on construise, mais surtout pas en face de chez eux. Les gens veulent habiter à la campagne, mais il faut surtout pas qu'il y ait un coq et un clocher qui sonne. Donc l'acceptabilité du public, c'est le sujet du jour. Il y a une schizophrénie aussi de la part de nos concitoyens et qu'il faut accepter, intégrer, etc. Mais de dire que certains maires font le choix démagogique, politique, on peut le critiquer dans tous les sens comme on veut, d'arrêter de construire, c'est vrai, de ne pas reconquérir les friches industrielles qui sont pourtant parfois dans les cœurs de ville. Moi j'habite dans une ville de Reims, il y a des reconquêtes de friches industrielles qui sont hyper importante, il y a une constructibilité très forte. Et on a, je pense, à Reims, un duo qui fonctionne très bien pour produire du logement et de l'offre. En plus, il y a une forte demande. J'ai lu un article du Figaro ce matin qui classait Reims dans les villes les plus attractives et dont les prix avaient justement du coup flambé. Mais il y a une anticipation avec une offre de logement qui se fait. Puis il ne faut pas toute raison garder. Il y a les prix qui flambent un peu en hypercentre. Après, globalement sur Reims, ça va. Donc tout ça pour dire que effectivement, on peut combattre le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de construction de logements là où il y en a besoin, notamment du logement social, là où il y en a besoin. Mais par ailleurs, il ne faut pas mener des politiques nationales, et là je m'adresse à la représentation nationale, d'ouvrir à nouveau, dans le projet de loi 3DS par exemple, la possibilité de demander un encadrement des loyers. Et pire que ça, accorder un encadrement des loyers dans une ville où un maire a pris la décision politique. C'est dans le volet concrète, de la loi 3DS ? Non, ça c'est une décision municipale, locale, de ne plus construire. Oui. Et dans le même temps, on lui donne quand même la possibilité de mettre en place l'encadrement des loyers. Mais non, il faudrait sanctionner ce maire, entre guillemets, en lui disant « tant que vous ne construisez pas, tant que vous ne mettez pas tous les moyens et vous donnez les obligations de moyens permettant de pourvoir à l'offre locative, on ne vous donne pas des outils qui permettent d'encadrer et de tuer l'offre locative quelque part. » Il faut surtout que vous vous adressiez au Sénat, parce que le Sénat est le plus grand défenseur de l'autonomie des maires. Et c'est les maires qui décident de construire, décident de bloquer les loyers. Nous ne faisons que leur donner la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Le gouvernement a soutenu les amendements sur l'ouverture de l'encadrement des loyers, tant dans le temps que dans la réouverture de la possibilité de demander. La réouverture, c'est la loi 3DS. Oui. Qui étend le... C'était une demande unanime des maires et notamment des sénateurs. Donc, je veux dire, on est dans une cogestion, et notamment sur la loi 3DS, on espère bien avoir une commission mixte paritaire positive. Et je pense que là, après, on parle de la schizophrénie des concitoyens ou des élus. Voilà un bel encadrement des loyers, voilà un bel exemple de schizophrénie. Qui sait que l'encadrement des loyers s'oppose à la rénovation énergétique ? Qui a pris le temps de regarder comment on fabriquait les loyers dans l'encadrement des loyers pour s'apercevoir qu'un logement, qu'il soit en étiquette F, G ou A, ce sera le même prix s'il est dans le même immeuble ?
il n'y a pas de caractéristiques, de paramétrage spécifique pour la qualité, le standard énergétique du logement, y compris dans le complément de loyer, puisque le complément de loyer n'a pas été défini. On avait demandé à ce qu'on tienne compte de cela en son temps, ça a été écarté. Henri Deligne, que je comprenne bien, ce que vous dites, c'est que l'application standardisée ou uniformisée de l'encadrement des loyers ne tient pas compte de la qualité bien par bien de la performance énergétique. Donc, sur le même palier, j'ai... Alors, c'est possible, ça, d'ailleurs, sur le même palier, une lettre G et puis bien sûr. à côté. C'est souvent ce qui se passe, en plus. Non, mais oui, en général, dans un immeuble, le pignon nord est toujours moins bien noté que le pignon sud. D'accord. Et le rez-de-chaussée par rapport au sixième étage. Et le rez-de-chaussée par rapport à la hauteur. Donc oui, on peut avoir individuellement, sur des DPE individuels, on peut avoir des DPE différents dans le même immeuble. Ok, donc c'est pas une caricature. Ah non, du tout. Ok, j'ai bien compris. Donc, ce que vous voulez dire, concrètement, c'est que nous appliquerions le même encadrement des loyers, le même prix de loyer, alors que l'un fait un effort et l'autre pas. Mais bien sûr. Ouais, c'est clair. Et un qui est en étiquette G, il pourra plus se louer de l'appartement. Et un qui est en étiquette B. Richard, vous en pensez quoi de ça ? Écoutez, l'encadrement des loyers est une demande des maires. Mais vous en pensez quoi, vous qui avez été à l'urbanisme et qui est un élu local aussi au départ ? Il faudrait rentrer dans le détail et être effectivement très précis. Vous y êtes favorable ou pas ? Oui, d'une certaine manière, oui, parce que c'est une demande des maires. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais ma fille qui a fait des études à Paris, c'était incommensurable. Aujourd'hui, on trouvait des loyers qui augmentaient de 30 à 40% entre deux locataires. Donc il y a un moment donné... sauf si vous me donnez d'autres solutions, il n'y a pas d'autre solution que de permettre effectivement aux maires d'encadrer les loyers avec effectivement la possibilité d'une marge de progression. Mais là, ce dont on discute, c'est encore autre chose. Oui. C'est effectivement la corrélation qu'il peut y avoir entre la rénovation du logement et l'encadrement des loyers. Je voudrais quand même dire que ma prime rénov' est quelque chose d'absolument extraordinaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans les catégories des personnes les moins favorisées peut voir 90% de sa rénovation thermique payée par l'État. Donc on a quand même des solutions qui sont effectivement adaptées en fonction des ressources des propriétaires. Richard Liogé, donc on a compris, vous êtes favorable à l'encadrement des loyers en tant que parlementaire, mais aussi par conviction, on l'a compris. Jean-Michel Camison, vous vouliez réagir là-dessus. Alors, pour moi, vous êtes pas pour. Je suis archi contre, même pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Quelles raisons ? Et surtout, je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur le député. On n'avait pas besoin de l'encadrement des loyers. On a déjà tout un arsenal comme l'IRL, l'indice de révision des loyers, qui nous permet de limiter la hausse entre 2 années, voire même au moment du changement du locataire. On n'avait pas besoin de l'encadrement des loyers pour freiner, on va dire, une inflation galopante sur les loyers. Et c'est le cas aujourd'hui. L'IRL, globalement, il est inférieur à l'inflation. Donc ça veut dire que vous dites à un propriétaire qu'il ne peut pas augmenter son loyer globalement du coût de la vie. Ça, c'est le premier élément. Donc, pour moi, l'encadrement des loyers n'avait pas besoin de ça. On avait déjà un arsenal juridique largement suffisant. C'est une contrainte supplémentaire. Il y a un décret annuel qui sort au mois de juillet tous les ans, donc annuel, et qui bloque systématiquement l'augmentation des loyers au niveau de l'IRL tous les ans. Pierre Otus ? Au-delà de ça, effectivement, il y a l'IRL, mais il y a un tas de villes dans lesquelles ce décret ne s'applique pas, mais c'est quand même de toute façon le marché. Alors, je ne veux pas faire le libéral de service, mais c'est quand même le marché et l'offre locative, plus que le marché d'ailleurs. Parce qu'on peut agir sur l'offre locative qui définit les loyers que l'on peut mettre. Vous allez dans un tas de secteurs. Alors, Paris est une... chose à traiter à part, évidemment, parce qu'on a tendance à appliquer dans le reste du territoire ce qui se passe à Paris et en particulier. Petite moyenne couronne. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Ceci dit, principalement sur Paris qu'on a. Non mais ceci dit, vous prenez l'Île-de-France, 8 départements, Henri. Les 8 départements d'Île-de-France, c'est 1/5 de la population française. Oui. Donc ça reste quand même un miroir sociologique des comportements et des usages pour tenir compte d'une politique. Donc c'est bien de séparer Paris, mais quand même, ça donne un tempo. On est quand même, on parlait de la loi 3DS, je crois que dans 3DS, qui s'appelait 4D, il faut suivre, eh bien, il y a décentralisation. C'est là qu'a changé. Il y a décentralisation. On a un pays qui est extrêmement centralisé autour de Paris et de l'Île-de-France. Ça a forcément un impact, évidemment, sur le logement. Mais si on travaille dans une loi de décentralisation sur le triptyque emploi, transport, logement, peut-être qu'il y a d'autres clés qui permettent
permettent aux ménages d'accéder au logement et d'être logés dans de bonnes conditions, proches de leur lieu de travail. Alors, j'aimerais qu'on aborde dans la dernière partie de notre débat. Il faut anticiper. Et je sais bien, pour une fois, on est totalement dans les clous. J'aimerais qu'on aborde cette partie, on va dire, solution, constructivité, sur notamment la façon dont on pourrait réconcilier, si je peux me permettre le terme, c'est pas forcément un peu fort, mais une industrie privée, des acteurs privés, des bailleurs privés qui ont un rôle social, de reconnaître la nature, et je reprends les mots d'Henri Deligne, la nature de l'agent économique impliqué dans la société avec un rôle social et sociétal, ça c'est vos mots aussi, Jean-Michel Camison. Alors, on a l'impression, quand on le lit, on se dit, mais est-ce que les investisseurs privés veulent se racheter une moralité ou une vertu là-dessus? Mais quand on voit les chiffres, on se rend compte qu'en réalité, par le fait, vous l'êtes, en fait. Vous êtes des agents économiques. Les investisseurs privés sont des agents économiques. Il y a une notion sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, c'est cette notion d'amortissement. Oui. L'amortissement comme étant, et quand je lis la note, Henri Deligne, et j'aimerais vraiment qu'on travaille là-dessus, je la lis comme étant finalement pas la martingale, mais une vraie solution prosaïque, pragmatique, et qui a pour moi pérenne, et pour moi qui a une vertu, qui est celle de l'équité. J'ai pas dit de l'égalité, j'ai dit de l'équité par rapport au régime. Et notamment, je prends deux cas. Je prends les sociétés, par exemple, foncières, qui ont un régime SIC, par exemple, vous savez, dans les années 2000, initié par Philippe Marini, le maire de Compiègne, qui était sénateur, les sociétés non cotées de type SCPI, OPCI et OPPCI, les bailleurs privés qui ont des structures, des véhicules type société civile immobilière, mais aussi les SARL dites de famille, détentrices de patrimoine, etc. Ça a l'air frappé du sceau du bon sens. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord, rappeler juste quelques règles comptables de base, c'est quoi l'amortissement, et en quoi finalement cette solution d'amortissement pourrait unifier toutes les règles comptables, entre guillemets, et fiscales, pour donner finalement une impulsion à cette industrie qui en a bien besoin. Alors, oui, un amortissement, c'est quoi? Vous achetez un bien qui vaut 100 et vous avez la possibilité de l'amortir, c'est-à-dire de tous les ans de mettre en réserve, en trésorerie, une partie de ce bien pour constater son obsolescence. Et donc, ce sont des critères. Un bien immobilier peut être obsolète. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire sur la rénovation énergétique? Si on veut prouver l'obsolescence d'un logement. Non, mais quand on interroge le public, voilà un bon exemple. Quand on interroge le public, on leur dit tu détiens un immeuble, t'es propriétaire. On a l'impression que c'est inamovible. S'il ne fait pas d'entretien de son immeuble, on est certain du résultat à 10-15 ans. De le rappeler. Et c'est ça la réalité. Donc l'amortissement, ça permet de mettre en réserve, de mettre en trésorerie, une épargne qui permette d'investir demain. On est complètement dans le sujet. On vient de dire qu'on aura besoin de 100 milliards d'investissements en 5 ans. On sait très bien, et d'ailleurs on se félicite de ma prime rénov, il n'y a pas de souci, c'est un effort. Qui devient d'ailleurs France Rénovation à partir de janvier 2022. Oui, mais c'est de la terminologie, on sait faire en terminologie. Ce qui compte, ce sont les moyens qu'il y a derrière. Au départ, on a mis 2 milliards qui ont été pris sur le plan de relance. C'était pas le budget. Maintenant, cette année, on vient de mettre dans le budget, effectivement, un montant significatif, mais on est loin des moyens nécessaires pour accomplir les 100 milliards. Si on ne donne pas aux bailleurs privés la possibilité d'avoir cette épargne pour pouvoir investir, on n'arrivera jamais à ce résultat. L'amortissement, c'est la possibilité de déduire une partie de la valeur du bien. Oui. Sur le plan, dans ses charges, dans ses charges foncières. Et donc ça qu'on soit une société ou un particulier. Voilà. Alors, quand c'est un particulier, on souhaiterait que les particuliers puissent avoir la même méthode de calcul comptable. Parce que ça existe déjà, l'amortissement. L'amortissement existe. On a dit tout à l'heure que le Pinel était une forme d'amortissement, sauf que ça s'applique pas aux revenus fonciers, ça s'applique sur les RP. Mais les sociétés foncières pratiquent l'amortissement. Pardon ? Les foncières. Bien sûr, tous les institutionnels pratiquent l'amortissement. Il n'y a pas quelque chose qui est de l'inéquité en termes de droit, là ? Mais les bailleurs privés qui font du meublé pratiquent
que l'amortissement, le pire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une méthode réservée aux institutionnels par rapport aux bailleurs privés, y compris chez les bailleurs privés, selon la nature de la location que vous faites de la location meublée, vous avez droit à amortir votre bien. Vous faites de la location en nu, qui est quand même une location durable, dont on a besoin la population, et dont l'usage est pas très le droit demandé. de faire. C'est vous qui me l'avez dit. Bien sûr. Effectivement, c'est une très forte demande. Hein. Je crois que Pierre a rebondi sur le sujet de tout à l'heure. Faire revenir des familles dans les cœurs de ville. Ah oui. On voit que les cœurs de ville s'appauvrissent, se désertifient, parce qu'on n'est plus capable aujourd'hui de loger des familles qui sont le poumon économique du cœur de ville. Donc il faut revenir à quelque chose qui soit de droit commun, qui s'applique pour tout le monde. On parle là depuis quelques minutes de MaPrimeRénov'. Très bien. On a été des supports de MaPrimeRénov'. On se rend compte avec le peu de recul qu'on a maintenant que MaPrimeRénov' a été très successful chez les propriétaires de maisons individuelles, où là effectivement vous êtes propriétaire, vous êtes seul décisionnaire et vous investissez pour votre propre confort. Donc ça veut dire que les gens y sont allés. Et aujourd'hui, les satisfecit qu'on entend sur MaPrimeRénov' sont aujourd'hui en immense majorité tournés vers la résidence individuelle. Et le problème qui va surgir de manière massive, c'est la rénovation des copropriétés, de l'habitat collectif. Car le processus de choix n'est pas le même. Quand vous êtes en copropriété et que vous voulez faire des travaux, des simples travaux dans votre propre logement ne suffiront pas. Il faut toucher au bâti, il faut toucher à la couverture, il faut toucher à la façade, il faut toucher à la chaudière. Ce sont des décisions qui sont prises en AG. Et dans un immeuble en copropriété, vous avez une multitude d'intérêts contradictoires. Vous êtes un jeune qui venait d'investir dans un logement, vous n'avez pas les sous. Vous ne pouvez pas mettre 40 000 € de plus pour aller vers de la rénovation énergétique. Vous êtes une personne âgée, ce sera après moi le déluge. Et vous êtes un investisseur privé, à qui, globalement, on a fixé un cap en disant « Toi, tu n'auras plus le toit de louer d'ici quelques années. Vous voulez faire de la réno, vous voulez investir, vous ne pouvez pas, parce que la GIN aura décidé le contraire. » Donc là, je peux vous dire que ça, c'est le sujet majeur des années qui viennent en réno. Si on ne trouve pas une solution pour l'habitat collectif, on va droit dans le mur en klaxonnant. Franchement, c'est flippant. Ah, je vous le dis. Non, mais, oui, alors, moi j'aimerais bien qu'on me donne des solutions, parce que là, sur la loi Elan, ouais, on s'est heurté à la question des copropriétés, notamment sur les copropriétés dégradées. Et je rappellerai que le droit de la propriété est un droit inscrit dans la Constitution. Et qu'il a fallu qu'on mobilise, y compris des juges de très haut niveau à la Cour de cassation, pour rédiger les ordonnances par rapport à la loi Elan. Donc on est devant, effectivement, quelque chose de très, très compliqué. Et certaines ont été retoquées par le Conseil d'État. Tout à fait. Donc, je pense que là, on est dans ce qu'on appelle une aporie en philosophie juridique, qui est vraiment problématique. Je suis assez d'accord. Je voulais quand même réintroduire aussi une chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas que le Pinel n'existe pas que dans le neuf, il existe aussi dans l'ancien. Ça s'appelle le Denormandie. Absolument. Voilà. Et c'est quelque chose que nous avons fait. On peut rendre hommage à Julien Denormandie, qui, à mon avis, était un très bon ministre du Logement. Et on a travaillé d'ailleurs avec lui sur la loi Elan. Donc il y a effectivement des possibilités aussi d'avoir des avantages fiscaux. Et je terminerai peut-être parce qu'on va bientôt avoir... Sur la question de l'amortissement, Richard Liogé, je l'ai dit tout à l'heure, je suis complètement d'accord. Quel que soit le mode de détention. Oui. Non, mais bailleur... Je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit. Et l'amortissement lié au loyer de sortie. Parce que l'amortissement pour lui-même, c'est une notion comptable. Rappelez-nous plus quand vous faites un logement intermédiaire, vous allez avoir un loyer de 100, vous allez avoir un amortissement, je dis n'importe quoi, de 2%. Ouais. Si vous faites un loyer inférieur de type PLS, vous auriez 3% d'amortissement. Si vous faites un loyer excusez-moi. Alors ça ne veut pas dire grand-chose. Loyer social, loyer ultra social. Inférieur en loyer, en tout cas au mètre carré, et encore inférieur dans le logement social, vous auriez un amortissement supérieur, de façon à inciter le propriétaire à maîtriser son loyer, parce qu'il en tirerait le bénéfice au niveau de l'amortissement. Le loyer de sortie permettrait, en fait, avec la composition de l'amortissement, d'avoir un loyer encore mieux maîtrisé, tout en n'affectant pas la rentabilité, le taux de rendement du bien. Absolument. Et donc finalement ça crée un équilibre. Plutôt que du louer abordable où on est encore une fois dans une démarche de subvention, une démarche bureaucratique, technocratique. Est-ce que j'ai bien compris ça? Complètement. Alors c'est important. Alors si je l'ai compris, c'est que tout le monde a compris. C'est sûr, parce que franchement, le changement de paradigme, il est là. Non mais ça a l'air, franchement, ça a l'air frappé du bon sens. Mais alors les propriétaires que vous représentez,
Alors, on souscrit parfaitement pour on est d'accord, hein. 2 raisons. L'amortissement, d'ailleurs, est pratiqué de plus en plus, notamment à Paris, pour plein de raisons, parce que le logement meublé a plein d'avantages. Il a aussi beaucoup de contraintes, notamment de gestion, de turnover de locataires, etc. Mais d'un point de vue fiscal, il y a beaucoup de marges qui peuvent être dégagées. Donc, c'est déjà connu par les acteurs aujourd'hui. La première raison pour laquelle ce système d'amortissement corrélé avec des prix de loyer est généralisé, quel que soit le modèle d'obtention et la nature même de l'actif. Et simplifié. Henri, hein. Oui, complètement. Ça permet de contrer quelque chose qui arrive très fort en ce moment, c'est une perte de capital pour le stock, notamment de logements. On est en train de faire perdre de la valeur au bâti actuel par le fait des obligations de rénovation énergétique et de programmer une sorte d'obsolescence. Exemple, la conversion, les travaux de rénovation. On a une perte de valeur de capital. On appelle la valeur verte, mais là c'est à l'inverse. Voilà, c'est une valeur verte sous terre. Et donc, ceci est parfaitement audible et entendable, acceptable à partir du moment où on vient dégager des marges de progression sur les flux. Si on vous baisse la qualité de votre stock et la valeur de votre stock quand vous êtes détenteur, propriétaire de quelque chose, bien sûr. Eh bien, il faut le compenser, et l'amortissement est une clé de fonctionnement de cela, par une amélioration des flux que vous avez. Parce que les flux, ils vous permettent de faire des travaux, de les rénover flux, c'est ce qu'on appelle les cash flows, la trésorerie. C'est la trésorerie, c'est les loyers, c'est ce qui arrive tous les mois. Et donc, cette fiscalité qui est liée à votre capacité à encaisser les loyers, eh bien, ça vient contrecarrer la perte de valeur du stock que vous avez. Et puis, par ailleurs, il y a un autre effet qui est hyper bénéfique de mettre en place ce type de dispositif qui permet d'amenuiser la puissance de la fiscalité négative, le coin fiscal qui pèse sur les bailleurs et qui, in fine, se retrouve aussi dans les loyers. 17,2 de CSG, c'est 17,2 qui, dans une zone très tendue, se retrouve sur les loyers, sauf quand ils sont encadrés. Mais c'est une réalité. Ça va permettre aussi à des acteurs de se constituer et de se rendre beaucoup plus robustes. Je veux parler de bailleurs qui ne seraient pas le petit bailleur traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, qui a 2-3 lots dans la plupart des cas, et qui n'est pas non plus l'institutionnel, la grande foncière. Heureusement qu'il existe, parce que lui aussi permet aussi de... Et de faire monter en puissance des acteurs qui sont en capacité d'investir dans tous les territoires, je dis bien dans tous les territoires, sur le logement et le commerce, qui permettra de relier le logement et le commerce, et on parle des cœurs de ville, ça fait partie de cela. Et ça permet donc à ces acteurs aussi de prendre moindre risque sur l'impayé de loyer, être en capacité de mobiliser des financements bancaires ou de trésorerie pour faire des travaux d'amélioration de l'habitat général, pas que des questions énergétiques, mais une amélioration du cadre de vie des occupants de ces logements, et donc de donner les clés à ce nouvel investisseur qui serait vraiment reconnu comme un acteur économique et social, et avec qui on pourra converser et qui aura une plus large capacité, une plus grosse assise pour pouvoir relever les défis qu'on nous impose ou qui s'imposent d'eux-mêmes, je ne sais pas, et donc de rentrer pleinement dans le XXIe siècle, le logement du XXIe siècle. Ça ne veut pas dire que les petits acteurs, les petits bailleurs, qui constituent une épargne pour leur retraite, qui leur donnent des compléments de loyer. On a eu beaucoup, nous, de bailleurs de commerce, par exemple, pendant la crise sanitaire, qui nous disaient « J'ai acheté mes murs quand j'étais commerçant, je suis à la retraite, ça me paye une grosse partie de ma retraite parce que maintenant, je le mets en location. » Ça ne veut pas dire qu'on les efface, cela. Mais ça veut dire qu'on donne des moyens, plutôt que d'aller chercher de gros investisseurs institutionnels, comme on les appelle les zinzins, qui mettent du temps à venir et qui viennent aussi au gré des fluctuations du marché et des possibilités qu'ils ont. Ça permet de mobiliser tout de suite, rapidement, dans les 5 prochaines années, des acteurs qui vont permettre de créer une offre supplémentaire et une qualité de bâti que nous n'obtiendrons peut-être que dans 15-20 ans, et trop tard, si on reste en l'état. Réaction, Richard? Non, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt. On peut ne pas être d'accord, et en tout cas sur ce qui vient d'être dit, je suis complètement d'accord, à titre individuel évidemment. Bien sûr. Moi je pense que aujourd'hui on est dans une période de transition. Vous évoquiez la question des commerces. Effectivement, et là je suis assez d'accord, il faut, et c'était un peu l'idée de Cœur de Ville, travailler de manière globale sur l'ensemble du bâti, et pas simplement du logement, du bureau ou du commerce. Je crois qu'on est dans une période de transition. Ce que je vois, moi, c'est une très grande attractivité de la question du logement. Et je pense que les zinzins, on les voit arriver. Et on les voit arriver
vous inquiétez pas, on en reparlera dans 1 an ou 2 ans, ils vont arriver très fortement parce qu'aujourd'hui, tout simplement, le commerce, pour plein de raisons, est en mutation très très forte. Et je vois effectivement, on a des contacts aussi avec eux, un intérêt de plus en plus grand de gens qui étaient des gros investisseurs dans le commerce pour venir sur la question du logement. Il y a, je pense, quelque chose qui va se passer. Alors, par ailleurs, tout à fait d'accord pour essayer de faire en sorte que le petit investisseur et notamment le retraité, etc., soit traité de la manière dont vous l'avez dit tout à l'heure. Là, on est complètement d'accord. Je voudrais simplement, et c'est pas de l'humour, dire que aujourd'hui, vu l'augmentation du prix du foncier, je vois sur des appartements, je vois sur Metz, je vois sur d'autres villes, je suis pas très inquiet sur la capacité qu'on va avoir à travailler sur la rénovation et sur tout un tas d'autres choses. D'autant que cette augmentation très forte qu'on constate dans les transactions et dans les loyers est de nature aussi à alimenter très fortement l'inflation. Or, on sait que l'inflation est aussi un des mécanismes qui permet effectivement, entre guillemets, de payer naturellement, notamment avec des taux d'intérêt très bas, les investissements qui ont été faits dans la manière du logement. Alors, j'aimerais que nous consacrions les dernières minutes qui nous restent, justement, à rappeler un cadre, je dirais, qui s'appellerait peut-être des solutions, des pistes de réflexion. Quand on a préparé cette émission avec vous, Henri, la première chose que vous m'avez dit, de toute façon, ça reste une approche très complexe, qui nécessite une vision globale, macroéconomique de la politique du logement en France. On a évoqué le principe d'une fiscalité commune, harmonisée, plus lisible, pérenne. On pourrait même éventuellement, vous l'avez dit d'ailleurs, lorsqu'on a fait l'émission avec Emmanuel Vargon, vous avez parlé de loi de programmation, vous vous rappelez ? Vous avez dit finalement on pourrait sanctuariser un certain nombre de démarches. Et quand on voit le besoin primaire que représente le logement par rapport à sa temporalité, notamment la construction, les schémas, ça a du sens. Amortissement progressif selon le niveau de loyer de sortie, différencié selon les villes et les métropoles, ainsi que les politiques locales, avec comme corollaire la suppression du zonage et versus aussi l'encadrement des loyers. Henri Deligne. Oui, tout le monde reconnaît que le zonage, c'est un moindre mal. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Vous avez aussi dit l'amortissement pour une contribution à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages modestes, car il est lié au loyer de sortie. Et vous avez même été plus loin. Quand je vous ai dit, mais combien ça coûte ? Vous avez dit, on pourrait même imaginer un système qui financerait ou compléterait le financement de la rénovation énergétique. Oui. Mais tout ça, on peut le prouver. La seule chose, et je connais le ministère des Finances de Bercy qui dira mais combien ça coûte ? Ben justement, on est en train de le chiffrer. Malheureusement, on n'a pas encore terminé cette démarche. On en parlera dans la tribune numéro 3 en janvier. Ça coûte beaucoup moins cher que ce que pensent les Bercy, sauf à regarder les choses facialement. Pourquoi ça coûte moins cher ? C'est parce que ça a des incidences partout. Ça vient en substitution de niches fiscales, ça vient en substitution de programmes Tartampion qu'on a dans tous les sens et qu'on a au fil des strates historiques ajoutées et surajoutées où personne n'y reconnaît plus rien. On fait table rase de ça et on ne met qu'un même système partout, avec un ajustement qui est lié au loyer de sortie. Donc on est bien sur la maîtrise des loyers, on est bien sur le gain de pouvoir d'achat que l'on peut apporter ou non au ménage et on peut jouer selon la qualité du ménage, entre guillemets, au sens contributif. Donc c'est tout à fait possible. On peut jouer territorialement et ça me paraît être un élément majeur, et on peut jouer thématiquement, c'est-à-dire que par rapport à des logements sur les étudiants ou les personnes âgées, il est possible d'ajuster l'amortissement. Ce serait beaucoup plus simple que de faire des schémas tels qu'on envisage et tels que notre chère bureaucratie envisage régulièrement. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir quelque chose qui soit lisible, qui soit dans la durée, qui ne crée pas ces ruptures que l'on a aujourd'hui, parce que quand on a un investisseur bailleur privé qui investit dans un Pinel au bout de 9 ans, voire 12 ans, il perd l'avantage, donc il est incité à revendre, il perd son statut de bailleur, il a en tout cas incité à perdre son statut de bailleur, alors que c'était sur la durée, il serait dans une démarche complètement différente. Le fait de pratiquer l'amortissement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une trésorerie qui est mise en place, ça peut être orienté vers l'investissement sur ces logements-là et vers le financement de la rénovation énergétique. Là, je fais confiance à Bercy pour imaginer les éléments d'ajustement par rapport à tout ça, dans un système qui sera un système libéral et non pas un système administratif. C'est clair. Réaction sur cet axe de solution qui paraît
extrêmement concret. Richard Lioger. Non, mais moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis complètement d'accord. Donc, on a passé beaucoup de temps sur ces questions, oui. C'est pas du tout un reproche, et je suis à 100% d'accord sur ce qui est proposé. Ok. Bonjour pour convaincre Bercy, mais... Ok. Suppression du zonage ? Oui, c'est le corollaire. Non, mais ça a très très bien été expliqué. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Vous êtes favorable aux suppressions du zonage. D'accord. Oui. Supprimer le zonage, bien sûr, versus encadrement des loyers. Est-ce que vous pensez, Richard Lioger, que générer finalement plus de pouvoir d'achat grâce à l'amortissement permettrait d'être une solution pour le financement de la rénovation énergétique? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Ça peut l'être aussi, en plus de la prime rénov'. C'est ça, oui, bien sûr. En complément des dispositifs. Y compris, oui. Non, mais par exemple, je n'ai pas besoin d'être beaucoup plus long. Non, mais par exemple, le reste à charge, vous savez, le reste à charge, qui est un poids réel, même pour des petits propriétaires bailleurs, qui n'ont pas forcément toujours les moyens. Réaction, justement, alors je sais que vous défendez, bien évidemment, cette position, Jean-Michel Camison, est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que vous pensez que vous avez aujourd'hui, et c'est le but aussi de ces tribunes, la possibilité d'influencer les programmes des candidats à l'aube des présidentielles? Il faut quand même le dire qu'en 6 mois, il y a quand même une élection majeure. On va faire tous nos efforts pour, c'est évident. Et la présence du député Lioger est déjà un premier élément. Et d'Emmanuel Vargon qui a participé à la première tribune. Mais je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Vargon soit tout à fait dans l'orientation amortissement. On parle d'amortissement comme si c'était une nouveauté. Mais je voudrais juste rappeler qu'on a eu, il y a quelques années, l'amortissement Périssol. Donc en fait, on est en train... Pierre-André Périssol, qui a été un grand ministre du logement, de 95 à 97, sous le gouvernement de Juppé. L'inventeur de l'avantage fiscal lié à l'acquisition d'un bien pour le louer. Et à l'époque, ça s'appelait l'amortissement Périssol. Donc ça marche. Mais c'est évident que ça marche. Aujourd'hui, en fait, le point d'orgue, c'est quoi? C'est l'harmonisation et la simplification de l'ensemble de ces niches fiscales sur un dispositif de droit commun, l'amortissement pour tout le monde. Ça fonctionne pour les régions, ça fonctionne pour les villes. On peut y accoler toute une série de petites incitations différentes qui vont travailler les populations jeunes, les populations plus âgées, les populations modestes, et voire même segmenter les territoires. Donc c'est une solution, je dirais pas simple, parce qu'il n'y a pas de solution simple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on en parle à Bercy, nous, hein. Bercy nous dit, oui, mais attendez, moi, j'ai sur les bras les avantages fiscaux de je sais pas combien, d'une dizaine de niches fiscales habitation. Hein, les Pinel, les Duflo, les Dorobiens, les Borloo, etc. Donc aujourd'hui, Bercy se dit, bah oui, mais bon, ça me coûte une fortune ces trucs-là, puisque globalement, je suis engagé sur des périodes longues qui sont de 9 ans. Bah écoutez, nous, on va apporter des éléments. Certes, ça doit se faire sous forme de biseau, mais à un moment donné, il faut lâcher ces niches fiscales pour aller finalement, sur un système pérenne, simple, compréhensible par tout le monde. Substitution d'un principe de droit commun en remplacement des niches fiscales pour la construction. Ça reste une bonne réaction? C'est vrai que c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé par les bailleurs. On parlait de ma prime rénov tout à l'heure. Force est de constater que ma prime rénov chez les bailleurs, ça marche pas terrible. Non. Parce que, en général, en question de revenus, ils rentrent pas dans les clous. Et puis, par ailleurs, aller chercher une aide assez faible, qui en plus, par ailleurs, est fiscalisée, c'est-à-dire qu'on vous donne 10, on vous reprend 3, 4 ou 5, ça leur plaît pas trop. Ce dont ils ont besoin, c'est pas des aides, en réalité. Ils sont très contents d'avoir ma prime rénov. On a milité pour qu'ils puissent accéder à cela. Et au-delà de ça, que ça soit accessible au niveau de la copropriété. Ma prime rénov est probablement la meilleure chose qui nous soit arrivée ces dernières années. C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Depuis le 1er janvier 2022, a été élargie ma prime rénov à l'échelle de la copropriété, même si effectivement dans le marketing électoral ça va changer, ça va s'appeler France Rénovation, mais ça a été un truc. Je donne juste un chiffre, hein, c'est plus de 800 000 dossiers déposés cette année. L'an dernier c'était 250 000, donc c'est un carton. Mais 80% dossiers de copropriété seulement. Voilà, exactement. 80% des dossiers sont sur de l'habitat individuel. Alors, il y a un gros travail à faire au niveau des copropriétés, mais il y a eu, et d'ailleurs on en a parlé ici, des copropriétés exemplaires qui ont fait des gros dossiers. Encore faut-il avoir une belle lisibilité finalement des mécanismes, ce qui n'est pas tout à fait simple non plus. Mais ce dont on parle depuis tout à l'heure, en réalité, c'est une simplification du cadre fiscal réglementaire qui s'applique aux gens qui souhaitent mettre en location, investir pour mettre en location, créer un patrimoine, etc. Mais ce que nous disent et nous répètent régulièrement nos adhérents, c'est nous les aides, il faut aller les chercher partout, on n'y retrouve pas, etc. Ils les utilisent assez peu, ils ont une faible appétence pour cela. En revanche, ce qu'ils veulent, c'est une règle du jeu claire, de long terme, qui leur permette de continuer de travailler, d'investir
investir dans leur patrimoine sur 20 ans, sur 30 ans. Donc sanctuariser finalement une 10 ans. politique ou une loi de programmation qui permet par exemple d'avoir... C'est intéressant d'ailleurs cette idée de la loi de programmation. Au lieu de remettre le couvert chaque année, on aurait une visibilité qui correspondrait à la temporalité de la construction en elle-même, parce que... Alors, la loi de programmation, Sylvain, elle s'adresse plutôt aux travaux, à la rénovation. En gros, le risque aujourd'hui, avec le délai très court de MaPrimeRénov' CoPro, je reviens sur l'habitat collectif, c'est que des décisions qui peuvent être prises dans les semaines ou dans les années qui viennent risquent de ne pas pouvoir être mises en place parce que le véhicule sera arrêté. Mais bien sûr. Donc l'idée, c'est de dire, donnons-nous un petit peu de temps. Je pense que ça, on va y arriver, car les politiques ont compris que le délai était trop court. En plus, on sort du Covid, enfin on sort. Et puis, ils peuvent pas dire à 1 million de personnes, vous serez plus logés demain, quoi. Alors ça, je pense que ce serait une erreur de se dire mais de toute façon ils y arriveront jamais, laissons glisser. Quand ils seront face au pied du mur avec 1 700 000 logements qui sortiront. Quand on a posé la question à Emmanuelle Wargon, elle a dit oui, bien sûr. Mais on ne laissera pas aller jusqu'à là. Elle a dit mais c'est quoi ce type de politique ? On fixe une politique volontariste en se disant de toute façon comme on n'y arrivera pas, ne nous inquiétons pas, c'est ridicule. Non, on essaye de mettre un petit peu la pression. Ne soyez pas aussi négatif que ça. Regardez le Pinel, on l'a prorogé alors qu'en 2017 il devait s'arrêter. Donc la politique, c'est aussi du réalisme, mais c'est aussi un petit peu de pression. Alors les Français veulent de l'écologie. Eh bien voilà, on a effectivement un certain nombre de mesures comme ça qui vont dans ce sens-là. La pression, elle est naturelle et elle est saine. Mais mettre de la pression sur un dispositif qui ne comble pas le besoin, c'est globalement mettre de la pression contre-productive. Attendez, on peut voir aussi des logements qui sont loués par des propriétaires dans des conditions qui sont absolument indécentes. On est bien d'accord. Admettez-le quand même. Et pour lesquels ces mêmes propriétaires, pendant des années et des années, continuent à ne rien faire dans leur logement. Oui. Ne faites pas passer non plus tous les propriétaires. Donc on est dans une politique assez équilibrée entre les deux. Le député, c'est l'intermédiation. Exactement. Et il ne s'agit pas nécessairement, encore une fois, d'obliger tout le monde de passer par un intermédiaire. Mais s'il y avait des mécanismes d'encouragement forts à passer par des intermédiaires, il y aurait beaucoup moins de dérives par rapport aux réglementations. Réglementation de l'encadrement des loyers, réglementation du logement décent. Et ça, c'est un défaut en général des politiques de ne pas suffisamment s'appuyer sur les professionnels parce qu'il n'y a pas une reconnaissance suffisante. On ne peut pas obliger aujourd'hui quelqu'un de passer par un agent immobilier pour louer son... Bon, donc évidemment, moi je suis complètement favorable à ça. Et j'ai jamais acheté ou loué quelque chose sans faire personnellement appel effectivement à un professionnel. Disons-le ici, ce sont des garanties essentielles pour effectivement la qualité des relations entre les propriétaires. Mais voilà, on est devant effectivement une contradiction. Mais trouvons les moyens qui incitent. Encore une fois, il ne s'agit pas d'obliger. Si vous avez des moyens pour inciter les propriétaires qui veulent pas passer par un agent immobilier, je suis très... On vous fera quelques suggestions. Richard Liogé, posons la question à Pierre Otus, les propriétaires. Rapidement, il nous reste 2 minutes. Bon, l'UNPI, on est 60-40, un peu comme le marché, on représente des gens qui sont intermédiaires, des gens qui ne sont pas intermédiaires. Je considère, et on considère à l'UNPI en tout cas, qu'il y a autant de problèmes chez les logements qui sont intermédiaires que chez les logements qui ne le sont pas. Bon, je ne veux pas faire de polémique là-dessus parce que, en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces gens mettent en location. Je ne parle pas des marchands de sommeil, hein, c'est un problème complètement à part qui n'a pas sont pénalement responsables. C'est un autre sujet. C'est la Normandie d'ailleurs qui a la mise en place du permis de louer ne répond pas et ne répond pas du tout. Par contre, il ne faut pas les louper, c'est certain. Voilà. Pourquoi ces gens mettent en location des logements qui sont obsolètes ? On va les appeler comme ça, obsolètes. Pour des questions énergétiques, pour des questions de structurelles, d'habitat défraîchi, obsolète ou indigne, mal aéré, obsolète. Je vais reprendre les mots de la présidente de l'USH il y a 10 jours à une réunion autour d'Emmanuelle Wargon sur l'indécence. Elle a dit, et elle a fort raison, que c'est pas parce qu'un logement consomme un peu d'énergie, trop d'énergie au regard des réglementations, que c'est un logement indécent, non pas dans le décret, mais d'un point de vue, quand on rentre dedans, on se rend bien compte que c'est pas un logement indécent. Bon. C'est une passoire, mais... Voilà, c'est une passoire énergétique, mais quand on est à 75% chauffé au gaz, comme dans le logement social, on a des difficultés à ne pas rentrer dans les bonnes règles. Les raisons pour lesquelles ces logements ne rentrent pas dans les clous et sont obsolètes, on va dire. Il y a plusieurs raisons. La première raison,
elle est, je pense, générationnelle. La qualité de la personne qui détient le bâti. Je ne vais pas stigmatiser de typologie de personne, mais il faut travailler, je pense, là-dessus. Par ailleurs, il y a le coin fiscal. Pourquoi réinvestir des travaux quand même si le loyer augmente, qui permettrait de financer les travaux, on se fait tout piquer par la fiscalité. C'est quand même une réalité. La fiscalité immobilière est extrêmement puissante. Elle est facile. Elle permet d'alimenter bien les finances publiques parce que ça ne s'en va pas. Et donc ça, c'est aussi un sujet. Et donc c'est un frein effectivement à l'investissement. Voilà, il est temps de nous quitter, ça fait 1h08, on a déjà dépassé de 8 minutes, mais rappelez-vous les amis, le podcast est disponible et on va aussi faire un découpage qui vous permettra aussi d'écouter les punchlines de Richard Liogé, par exemple, et de Jean-Michel Camison ainsi qu'Henri et Pierre Otus. Merci en tout cas. Voilà. Donc disponible en podcast sur l'application si vous n'avez pas pu assister à ce programme. Vous le retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. En ce qui nous concerne, on va se retrouver pour la 3e tribune numéro 3 en janvier 2022. On vous donnera le titre, bien évidemment, vous avez compris, le titre de notre collection avec Pluriance, c'est 2022-2027, une ambition, une vraie ambition pour le logement. Richard Liogé, est-ce qu'on peut espérer que si le président Macron se représente à l'élection présidentielle, il changera un peu son braquet en déclarant que les bailleurs seront des agents économiques plutôt que des rentiers ? Je n'ai jamais entendu le président Macron dire que c'était des rentiers et on fera tout autour de lui, en tout cas moi-même, pour que effectivement la question du logement, et je l'ai dit tout à l'heure, du logement des jeunes, soit vraiment une priorité du prochain quinquennat. Merci Richard Liogé. Je rappelle que vous êtes député de la 3e circonscription de Moselle, rapporteur de la loi Elan et rapporteur de la loi 3D. Pour le volet logement. Merci, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Jean-Michel Camison, alors effectivement, sur ce que vient de dire... Je pense que le président Macron n'a pas utilisé le mot rentier, mais a utilisé le mot rente immobilière. Voilà. J'espère que voilà. le candidat, le quinquennat suivant, si c'est voilà. Le président Macron qui reste à la tête du pays, verra infléchir un petit peu cette position. Merci Jean-Michel Camison, président de Pluriance et aussi président du groupe Daucher Entrepreneur avant tout. Intéressant comme sujet que nous avons développé. L'axe que vous avez fixé pour Pluriance, effectivement, c'est d'essayer d'irriguer, puisque ces 5 tribunes, normalement, vont s'arrêter un petit peu avant les élections présidentielles pour essayer d'avoir un peu d'influence, mais je ne doute pas un instant que ce soit le cas. Merci Jean-Michel Camison. Merci Sylvain. On vous souhaite d'excellentes fin d'année. Vous aussi, Richard Liogé, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2022. Merci Henri Deligne, toujours un plaisir de nous avoir sur le plateau. Voilà, l'expert en matière, et avec alors l'expert, mais aussi l'engagé sur le plan, j'allais dire, de la politique du logement, parce que vous avez des idées qui sont innovantes. Espérons effectivement que ces idées perdureront et du logement social aussi. Voilà, instillées sur le logement social, dont vous êtes aussi un expert. Henri Deligne, je rappelle que vous êtes directeur général, délégué général de Pluriance. Un grand merci à Pierre Otus. Merci à vous. Toujours aussi brillant, Pierre Otus. Voilà, je bois ses paroles. Directeur général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous savez, vous êtes le premier. D'ailleurs, on a un projet, c'est de reprendre notre émission que vous animiez d'ailleurs avec brio, qui s'appelle 25 millions de propriétaires, parce que c'est important aussi sur notre radio de vous donner la parole à vous, les propriétaires, pour que vous puissiez vous exprimer à travers le porte-voix effectivement de l'UNPI qui défend effectivement cette population. Merci à toutes et à tous d'être connectés sur Radio Imo. Récupération du podcast comme d'habitude. Très belle fête de fin d'année. Prenez soin de vous. Le logement, une ambition pour 2022-2027. Comment mieux mobiliser l'épargne privée et les investisseurs privés. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance.